Ça allait être une nuit inoubliable. C'est ce que l'homme avait promis en invitant sa compagne dans un cinéma indépendant du coin. Le couple faisait la queue dehors, échangeant des banalités maladroites et essayant de passer le temps jusqu'à ce qu'on les laisse tous entrer. Le marquis lut « La tragédie du roi pendu », une pièce en 5 actes. Plus tôt cette année, il avait assisté à une autre représentation grâce à des billets gagnés par un ami à une tombola. Même s'il ne s'était jamais considéré comme un amateur de théâtre, il s'était retrouvé captivé à chaque instant. Après tout, il y avait tout, amour, trahison, mystère, même un meurtre. Il avait appris lors de leur premier rendez-vous que la femme à ses côtés était du genre artistique. Elle aimait les livres anciens et avait des avis sur Shakespeare auxquels il acquiesçait, feignant de comprendre et d'approuver. Il était donc certain que c'était exactement le genre de choses qu'elle aimait, et il avait vraiment de la chance. Non seulement elle n'avait jamais vu la pièce jouer, mais en plus, elle n'en avait même jamais entendu parler. Bientôt, les portes du théâtre s'ouvrirent et la foule commença à entrer. Une fois à l'intérieur, ils prirent place au 3e rang, assez près pour voir toute l'action, mais pas trop pour ne pas avoir à lever la tête. Pour mieux voir les artistes, il leur avait acheté des programmes, et ils admiraient les photos de la distribution et des costumes d'un spectacle local. « Ils ont vraiment mis le paquet », a dit son rendez-vous. « J'ai hâte de voir la suite. » L'homme sourit à cette remarque alors que le spectacle débutait. Il sortit une fine boîte de sa veste et la tendit à son rendez-vous. Le visage de la femme s'illumina en découvrant le stylo plume. L'homme rayonna de fierté alors qu'elle le remerciait pour ce cadeau attentionné. Les lumières du théâtre s'éteignirent et la foule se tut. Acte 1. Quelques instants plus tard, les rideaux s'ouvrirent. L'acte 1 commença par l'introduction du personnage principal. Gonzalo fut couronné comme le nouveau roi du royaume de Trinculo après que l'ancien roi Sforza soit mort dans son sommeil. « Oh, ce n'était pas si simple », se rappela l'homme en souriant. Il y avait un complot en cours, et Gonzalo avait secrètement conspiré pour assassiner son prédécesseur et frère aîné afin d'usurper le trône pour lui-même. La propre épouse de Sforza, Isabella, avait aidé dans ce complot traître en donnant à son mari une potion pour dormir afin que le lâche Gonzalo puisse l'assassiner dans son sommeil. Une fois le roi mort, pour insulter sa mémoire, ils pendirent son corps à un arbre comme celui d'un vulgaire criminel. Isabella avait trop bu et a révélé ses secrets dangereux pendant la fête du couronnement. Tout cela à portée d'oreille de la dernière personne qu'il voulait entendre. Antonio, c'était un petit noble qui aurait pu être le fils secret de Sforza et Isabella. Il avait été contacté par le fantôme de son père et il découvrirait la vérité et rendrait justice au nom de son père. C'était aussi excitant que dans ses souvenirs, le drame, l'intrigue. Mais alors que le premier acte touchait à sa fin, il remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait une silhouette étrange debout dans un coin de la scène, à moitié plongée dans l'obscurité. Un homme grand et voûté, vêtu de noir, avec une capuche couvrant sa tête. La vue de cette silhouette fit frissonner l'homme malgré lui. Avait-il des hallucinations? Il se ressaisit pour ne pas paraître étrange devant sa compagne. C'était une petite troupe indépendante, et ils avaient peut-être modifié la production depuis sa dernière vision. Décidant d'utiliser cette silhouette sombre pour représenter l'esprit persistant de Sforza, entend le récit. C'était un choix étrange, pensa l'homme, mais que connaissait-il au théâtre? Les choses allaient devenir plus étranges. Acte 2. Dans cet acte, Gonzalo a rencontré ses conspirateurs et a discuté de l'état de leur sombre complot et du risque désormais que la vérité éclate et que la légitimité de son règne ne s'effondre complètement. Alors qu'ils cherchaient un moyen de faire disparaître leur petit problème Antonio et d'éliminer les témoins de l'éclat d'ivresse d'Isabella, l'homme ne put s'empêcher de remarquer qu'un personnage ne ressemblait pas aux autres. La même silhouette menaçante, vêtue de noir, traînait derrière les autres et écoutait ce qui se passait. Se pourrait-il que ce soit encore le fantôme de Sforza ou autre chose? Maintenant, il était vraiment confus quant à ce que la pièce essayait de montrer. Que représentait cette silhouette? Il était perdu. Jetant un regard à sa cavalière, il vit ses yeux fixés sur l'action. Même s'il ne comprenait pas, elle semblait comprendre et adorer cela, et c'était tout ce qui comptait pour lui. Acte 3. Ici, le drame s'intensifiait encore, même si l'homme était de plus en plus convaincu que l'ajout de cette étrange silhouette encapuchonnée détournait l'attention de l'intrigue bien écrite et des personnages interprétés avec brio. Alors que Gonzalo et ses sbires s'apprêtaient à tuer le duc de Sortino, témoin du couronnement, l'homme remarqua autre chose d'étrange. Leur dialogue ne correspondait pas à ses souvenirs. Que se passait-il? La pièce avait-elle subi des réécritures importantes? Improvisaient-ils tous?
Ce n'était pas aussi bon que dans ses souvenirs, et l'homme craignait maintenant que la scène du banquet ne fonctionne pas aussi bien. Il risquait de passer pour un idiot. L'homme observa sa compagne, espérant qu'elle n'était pas aussi déconcertée que lui par la situation. Mais en réalité, elle réagissait tout autrement. Elle observait la scène, semblant indifférente à sa présence. Il essaya de s'éclaircir légèrement la gorge pour attirer son attention, mais il n'y eut aucune réaction. Il lui donna même un léger coup de coude, mais elle ne lui prêta toujours aucune attention. Elle semblait totalement captivée par la pièce, malgré les nouveaux dialogues, qui étaient franchement pires. Mais il remarqua alors quelque chose d'encore plus étrange, lorsque les acteurs prononcèrent ces nouveaux mots étranges. Il vit que sa bouche bougeait très légèrement, juste un frémissement de ses lèvres, leur séparation presque imperceptible. Mais en continuant à l'observer, il vit que ces mouvements n'étaient pas aléatoires. Ils étaient synchronisés avec les répliques prononcées sur scène, suivant parfaitement chacun des acteurs. Comme si elle savait ce qu'ils allaient dire, ce qui se passait. Avait-elle déjà vu la pièce? Alors, pourquoi lui aurait-elle menti? Peut-être qu'elle ne voulait pas blesser ses sentiments en avouant qu'elle l'avait déjà vu ou qu'elle voulait simplement être gentille. Mais il ne pouvait pas se débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait vraiment pas. Il voulait lui prendre la main et l'emmener dans le hall pour lui poser la question, mais il craignait de paraître bizarre dès le deuxième rendez-vous avec une fille qui lui plaisait. Alors il endura l'acte 4 dans lequel les choses devinrent dépravées. Gonzalo, qui a assassiné le duc de Sortino et a cuisiné son corps dans un ragoût, a obtenu un poison de l'ambassadeur d'Alagada pour empoisonner le festin cannibale et assassiner tous les témoins restants d'un seul coup. C'était une révélation sinistre qu'il avait beaucoup appréciée au début, mais à présent, l'impact n'était plus le même. Il ne prenait aucun plaisir à cette nouvelle version de la pièce, mais sa compagne continuait d'avoir l'air aussi captivée que toujours. La silhouette voilée apparut alors de nouveau sur scène, mais cette fois, Gonzalo lui parla comme s'il était l'ambassadeur d'Alagada. Il était à présent un autre personnage, ce qui n'avait aucun sens. L'homme n'avait jamais ressenti une telle terreur. Mais il ne restait de toute façon plus qu'un acte, l'acte 5, le banquet, où Gonzalo serait enfin confronté et ferait pénitence pour tous ses crimes terribles. Acte 5. Alors que tous les personnages se réunissaient pour la confrontation, une silhouette en capuche noire apparut au centre. Il semblait avoir encore changé de personnage, car tous les autres sur scène le désignaient désormais. En tant que roi pendu, une corde descendit des poutres et fut placée autour du cou de Gonzalo en tant que roi pendu. On remit à chacun des autres personnages sur scène des poignards. L'homme ne se souvenait pas du tout de ce point du banquet et ressentit une forte angoisse à l'estomac. Alors que les acteurs brandissaient leurs poignards, les lames brillant sous les projecteurs brûlants, puis, dans une parfaite synchronisation, ils commencèrent à s'attaquer les uns les autres, coupant, tailladant, tranchant et poignardant. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent en réalisant que le sang jaillissant des corps des acteurs n'était pas du faux sang ni des effets spéciaux. Il assistait à un cauchemar vivant, à un véritable massacre. Cela se déroulait sur la scène devant lui, avec le roi pendu présidant à tout cela. Et bientôt, ils étaient tous morts, chaque acteur sur scène, à l'exception du roi pendu. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passait sur scène, il entendit le chaos et la panique monter dans la foule. Alors que la violence semblait déborder de la scène et contaminer le public, qui se battait et s'arrachait maintenant les uns les autres, l'homme était terrifié. Il tendit la main et attrapa le bras de sa compagne. « Viens, il faut qu'on parte. » dit-il, et il essaya de la faire se lever, mais elle ne bougea pas. Il se retourna pour voir qu'elle le fixait avec de grands yeux maniaques et une expression faciale déformée, non pas par la peur, mais par une rage impossible. L'homme ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais il ne trouva pas les mots. Il était impossible de parler alors que le sang coulait dans sa gorge à cause du stylo-plume qui était maintenant planté dans son cou. Mais revenons au début, voulez-vous ? Pour nos deux tourtereaux, une soirée au théâtre s'est transformée en cauchemar d'une manière qui n'est possible que lorsqu'on a affaire au SCP-701, mieux connu sous le nom de la tragédie du roi pendu, une pièce de théâtre historique anormale qui est bien décidée à vous faire entrer dans l'histoire, vous aussi. Car la partie la plus terrifiante de cette pièce n'est pas ce qui se passe sur scène, mais ce que la pièce vous fera. L'anomalie. Voici le texte de la pièce en 5 actes elle-même. Elle a été publiée pour la première fois en 1640 et a été rééditée sous différentes formes, avec des titres légèrement différents au cours des siècles suivants. Pendant le temps où elle a circulé, le comportement anormal et extrêmement dangereux qu'elle a provoqué a coûté, à plus de 1000 vies. Pour ces deux romantiques pleins d'espoir, l'horreur n'a pas débuté au passage devant le guichet. Non,
L'influence démoniaque de cette anomalie avait déjà commencé 2 semaines plus tôt, alors que les acteurs répétaient cette représentation vouée à l'échec. Si vous trouviez par hasard la tragédie du roi pendu et le lisier, rien ne vous semblerait anormal. Comme tout le monde, vous liriez quelques pages, hocheriez la tête et le remarqueriez. Sur le plan académique, c'est très similaire à toute pièce carolingienne, avec des récits semblant repris de classiques shakespeariens comme Titus Andronicus et La Tempête. Et c'est cette intrigue de cour, apparemment inoffensive mais un peu banale, faite de machinations habiles, qui attire souvent les metteurs en scène de théâtre en premier lieu. 2 semaines avant le spectacle, alors que les rôles étaient attribués, les costumes prêts et les répétitions avancées, il était déjà trop tard pour arrêter l'inévitable. Toute personne familière avec le texte de la pièce, mais non impliquée dans la production de cette représentation en particulier, remarquerait que les acteurs s'écartaient complètement du script. Ils semblaient improviser des scènes entières qui correspondaient au style et à la structure générale de la pièce, mais qui ne figuraient nulle part dans le texte lui-même. Si vous remarquiez combien c'était étrange et le signaliez à une personne concernée, elle vous regarderait comme si vous étiez fou et vous répondrait « Ça a toujours été joué comme ça, même si vous leur mettiez le script sous le nez et que vous leur montriez précisément les écarts dans leur performance, ils ne remarqueraient rien d'anormal. » Et puis la situation évoluerait. Au fur et à mesure que les acteurs gagnaient en confiance, ils ne remarquaient même pas le nouveau comédien sur scène. La silhouette énigmatique en robe noire au visage couvert, connue de la Fondation sous le nom de SCP-711. Mais pour tous ceux impliqués, en tant qu'ambassadeurs d'Alagada, leurs yeux glissent sur lui aussi facilement que les vôtres sur votre nez. C'est alors que notre couple est entré dans le théâtre pour la première soirée. Une étude longitudinale des événements SCP-701 a révélé que l'anomalie frappe le plus souvent lors de la première représentation de la pièce. Sinon, la nuit prévue avec la plus grande affluence, apparemment pour maximiser la souffrance causée. À la fin de l'acte 1, le protagoniste remarque pour la première fois un problème. Il aperçoit SCP-711 rôdant dans un coin comme un spectre, sachant pertinemment qu'il n'avait rien vu de tel lors de la dernière représentation à laquelle il avait assisté, pour sa défense. Ce n'est pas simplement parce qu'il est particulièrement inattentif. Des événements totalement anormaux ne se produisent que dans 36,78% des cas lorsque la pièce est jouée. En d'autres termes, il a eu une chance incroyable d'assister, la première fois, à l'une des représentations non anormales. Et incroyablement malchanceux d'avoir choisi d'y retourner, avec son rendez-vous. Son rendez-vous ne pouvait comparer la situation, ignorant combien cela devenait étrange à mesure que l'entité encapuchonnée apparaissait plus souvent sur scène. Et le mot-clé ici est vraiment « apparu ». Parce qu'il n'y a jamais eu de rapport indiquant que l'entité était réellement entrée, elle était simplement là, soudainement et inexplicablement. Aucun membre survivant de la troupe n'a jamais signalé avoir vu l'entité dans les coulisses lorsqu'ils n'étaient pas en train de jouer leur rôle. Ainsi, tandis que l'homme se demandait s'il perdait la raison, sa compagne, elle, la perdait réellement. Son ignorance a permis à la pièce anormale d'avoir plus d'emprise sur sa psyché. Peut-être que si le prétendant avait repris ses esprits à ce moment-là et était parti malgré la gêne sociale que cela aurait provoqué, il aurait pu survivre. Je crains que ce ne soit pas l'histoire que nous racontons aujourd'hui. Est-ce ici, avec le début de la scène du banquet? Dans l'acte 5, nous voyons les effets anormaux du SCP-701 atteindre le point de non-retour. Quand l'entité encapuchonnée revient, elle est aussitôt reconnue par tous et appelée le roi pendu, préfigurant la mort inévitable du malchanceux Gonzalo, ainsi que toutes les horreurs qui vont bientôt s'abattre sur tous les autres qui ont eu la malchance de se trouver à proximité. Les personnages principaux meurent toujours d'abord, notamment Gonzalo, suivi du destin tragique de tous les convives du banquet. Comme on l'a vu, il arrive souvent que des armes apparaissent sur scène sans raison pour que les acteurs s'en servent entre eux. Ceci est considéré comme le début du véritable événement SCP-701. Comme vous l'avez sûrement compris, la soudaine explosion de violence a commencé chez les acteurs, mais ne s'arrête pas là. C'est à ce moment-là que la frénésie homicide s'est répandue dans le public et que les spectateurs ont commencé à s'attaquer brutalement les uns les autres avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. Pour le pauvre gars qui avait proposé cette sortie pour un rendez-vous, cela signifiait que le stylo plume de luxe qu'il avait si soigneusement choisi pour sa compagne lui était violemment replanté dans la trachée. Lorsque les médecins de la Fondation ont pratiqué une autopsie sur lui, ils ont découvert qu'il avait été poignardé environ 47 fois dans le cou, brisant complètement le stylo au passage et provoquant sa mort par une perte de sang massive. Peu après l'attaque, cela ne signifiait pas que son rendez-vous était terminé.
Nous pouvons voir sur les images des caméras de sécurité à l'extérieur du théâtre qu'elle faisait en réalité partie des nombreuses personnes qui se sont précipitées dans la rue et ont commencé à attaquer des passants de manière indiscriminée, les traînant au sol, les frappant violemment et leur griffant le visage. Ce n'est pas un résultat rare de l'événement SCP-701 qui peut souvent dégénérer en émeute à grande échelle. Des dizaines de victimes peuvent inclure des personnes n'assistant même pas à la pièce. Certaines personnes, malchanceuses, passaient juste devant le théâtre quand tout a dégénéré à l'intérieur. Les choses sont rarement justes dans le monde de l'anormal. La police est intervenue rapidement, arrêtant de nombreux émeutiers, mais a subi une extrême violence pendant l'opération. Bien que ces personnes n'aient pas reçu de force anormale, elles paraissaient pourtant très fortes, car elles ignoraient les limites imposées habituellement par la douleur. Une fille, à une date précise, a été parmi celles menottées et maîtrisées vivantes. Un certain nombre d'autres ont été abattus lors d'une confrontation physique avec la police, environ 24 heures après l'incident. Sous contrainte et forte sédation dans une cellule de haute sécurité, la femme semblait retrouver sa lucidité. Elle se souvenait avec horreur de la violence qu'elle avait commise, pleurant beaucoup, sans pouvoir se rappeler pourquoi elle avait agi ainsi. Interrogée sur les événements précédant l'émeute, elle n'a rien rappelé d'inhabituel. Elle semblait simplement avoir perdu le contrôle. La Fondation SCP est alors officiellement intervenue, inscrivant cela comme un simple point de données dans la longue histoire tragique du roi pendu. Empêcher les représentations de la pièce a été l'un des défis les plus frustrants de la Fondation. Car, bien qu'ils aient réussi à obtenir tous les exemplaires de la publication originale de 1640, il existe également les éditions Folio de 1733 republiées en 1790, l'édition de la Cambridge University Press de 1813, l'édition de poche de 1965, l'édition reliée de 1971, ainsi que des copies numériques, qui se sont retrouvées sur Internet, ce qui les inquiète à cause de la nature imprévisible du SCP-701. Il a été classé dans la catégorie de confinement Euclide, malgré le fait que certains chercheurs sur le dossier aient demandé qu'il soit reclassé dans la catégorie de confinement Keter, plus sévère. Toute copie physique de la pièce trouvée par la Fondation doit être archivée dans une salle à triple verrouillage sur un site de confinement classifié. Un robot explore constamment Internet pour supprimer toute tentative de retrouver une copie de la pièce anormale. Au cas où cela mènerait à, disons simplement des représentations hors Broadway. Parmi tous les médiums artistiques, de la prose à la poésie, du cinéma à la musique ou aux vidéos animées sur YouTube, peu sont aussi immersifs que la performance en direct. SCP-701 est un rappel important que lorsque vous êtes suffisamment immergé, vous pourriez bien découvrir qu'il est trop tard pour vous en sortir. N'oubliez pas de consulter le Patreon du Dr Bob et de devenir chercheur junior, puis regardez une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-189, le parasite imitateur de cheveux.